Il y a fort à parier que le mot Nibelungen n'évoque pas grand-chose aux Français, tandis qu'en Allemagne, on pense à un vaillant héros, Siegfried, un fleuve mystérieux, le Rhin, un dragon féroce, un trésor maudit et j'en passe. Et oui, la chanson des Nibelungen est la légende germanique par excellence. Elle est aussi allemande que la chanson de Roland est française. Même si peu d'Allemands peuvent raconter par le menu cette épopée digne d'une saga Netflix. Alors, on va le faire. La chanson des Nibelungen, c'est un poème long de 2400 strophes, écrit au début du XIIIe siècle par un auteur anonyme. Elle tire son nom d'un peuple de rois légendaires, gardiens d'un trésor maudit. Nibel signifiant brume en vieil allemand, les rois en question sont les descendants des brumes. De quoi ça parle ? Écoutez bien. Le prince Siegfried a pris un bain de sang de dragon, ce qui le rend invulnérable, sauf à un endroit dans le dos. Grâce à ce don, il récupère le trésor des Nibelungen. Ensuite, il séduit, alors qu'il est à la cour des Burgondes à Worms, la princesse Kriemhild. Tout semble parfait. Siegfried aide même le frère de Kriemhild, un certain Günther, à épouser la puissante reine Brunhild. Comment ? Eh bien, Brunhild défie ses prétendants à coups d'épreuves olympiques, et grâce à sa cape d'invisibilité, Siegfried aide Günther à remporter toutes les épreuves. Double mariage, tout le monde est content, ou presque, car Brunhild, qui en pince secrètement pour Siegfried, se doute qu'il y a eu tricherie. Ensuite, les choses se gâtent. Brunhild, qui est jalouse de Kriemhild, fomente un plan avec l'oncle Hagen pour se débarrasser de Siegfried. Il sera tué durant une chasse truquée d'un jet de javelot dans le dos, son point faible, vous vous souvenez. Kriemhild passe en mode vengeance. Elle épouse Etzel le Hun et invite ses anciens amis, Günther et Hagen, à un dîner entre amis. Vous vous en doutez, la soirée dégénère complètement. Les épées volent, les têtes tombent, même Kriemhild finit découpée en morceaux. Bref, c'est une histoire où tout part en vrille. Et ce carnage est devenu un symbole de l'identité allemande ? Eh bien oui. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'Allemagne telle qu'on la connaît n'existe pas encore. C'est un patchwork de territoires qui fait partie du fameux Saint-Empire romain germanique. À la cour des Wittelsbach en Bavière, chez les ducs de Saxe ou auprès des comtes palatins du Rhin, partout, poètes et troubadours divertissent la noblesse avec des récits de bravoure et d'amour courtois. C'est là que la chanson des Nibelungen trouve son premier public. Mais à la Renaissance, l'épopée passe de mode et elle tombe dans l'oubli pendant plusieurs siècles. Elle réapparaît au début du XIXe siècle lorsque Napoléon humilie les territoires qui deviennent plus tard l'Allemagne. Pour restaurer la dignité allemande bafouée par l'empereur français, on se souvient de la vieille histoire de bravoure et d'héroïsme germanique. Pourquoi ce texte-là, et pas un autre, permet-il d'insuffler une identité commune au peuple allemand ? Parce que c'est écrit en allemand, enfin en moyen haut allemand. Parce que tout se passe sur le sol allemand, de Worms au bord du Rhin jusqu'au Danube. Et puis, c'est un formidable mélange de légendes et de références historiques, avec le peuple des Burgondes et le personnage d'Etzel, enfin Attila, ce roi Hun, grand ennemi des Germains. À une époque, donc, où l'Allemagne se cherche une unité, les artistes romantiques s'emparent naturellement de l'histoire des Nibelungen dans leurs poèmes et dans leurs peintures. Mais le premier artiste à en faire quelque chose de vraiment grandiose n'est autre que Richard Wagner. Il compose en 1869 L'Anneau des Nibelungen, un cycle de 4 opéras monumentaux. Lors du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux. Wagner s'inspire d'ailleurs d'une version scandinave du mythe, un peu plus chargée en dragons, en valkyries et en ormaudis, engloutis dans les eaux profondes du Rhin. Il n'en faut pas moins pour être à la hauteur du nouveau symbole national. Après Wagner, un cinéaste s'attelle à son tour au chef-d'œuvre. Fritz Lang, qui est connu pour ses ambitions démesurées, réalise en 1924 Die Nibelungen, 2 films muets qui marquent les esprits par leur visuel stylisé et leur décor imposant. Bref, vous avez compris, la chanson des Nibelungen, c'est pour ceux qui voient les choses en grand. Et ça, hélas, ça n'est pas qu'une ambition d'artiste. Cette histoire de sacrifice et d'orgueil devient également une parfaite manne idéologique pour Adolf Hitler.
Les nazis se servent d'ailleurs de l'œuvre pour propager leur théorie de la Dolchstoßlegende, la légende du coup de poignard dans le dos. À leurs yeux, la mort de Siegfried symbolise une trahison nationale. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'aurait pas été vaincue par les armes, mais elle aurait été trahie de l'intérieur, par les socialistes, les communistes, les juifs. Wagner, antisémite notoire et nationaliste convaincu, devient le compositeur fétiche des nazis. Siegfried est érigé en héros arien. Les Allemands baptisent leurs enfants Kriemhild et Siegfried. La 38e division SS porte le nom Nibelungen et tout finit en massacre. Résultat, après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire des Nibelungen se retrouve associée à une période sombre de l'histoire et elle tombe peu à peu dans l'oubli. Il faudra plusieurs décennies pour que l'œuvre soit lavée de sa crasse idéologique et réhabilitée sous un angle littéraire pour retrouver sa place en tant que chef-d'œuvre de la littérature allemande. Et pas seulement. Aujourd'hui, les Nibelungen ont leur propre festival annuel à Worms. Ils ont à nouveau été adaptés au cinéma. Ils existent même en version BD, en manga et en jeu vidéo. À quand la série Netflix ? J'attends.